Super. Donc, l'idée à travers ce webinaire, c'est l'intention en général, c'est de partager. C'est de pouvoir alimenter vos réflexions sur la gouvernance, peut-être d'identifier des modèles qui peuvent vous donner envie d'aller explorer. Accessoirement, de peut-être choisir un modèle qui vous convient plus qu'un autre. Et du coup, moi, j'ai envie de partager mes expériences d'exploration, mes réflexions, mes questionnements sur les approches les plus courantes, donc pas les plus courantes, en tout cas celles que j'ai explorées. Et puis, partager d'autres questionnements, d'autres points de vue avec vous, comment vous avez exploré des choses, voilà, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous trouvez peut-être comme limite à certaines approches. Donc moi, je m'appelle Yvan Schellenberger, je suis consultant et formateur, j'interviens dans les organisations, principalement pour accompagner justement la mise en place des nouvelles formes de management, donc gouvernance partagée. Et puis tout ce qui est autour des compétences collaboratives, donc ça peut être de l'intelligence émotionnelle, ça peut être de la communication, ça peut être de comment accueillir les conflits et les résoudre ensemble. Voilà, des choses comme ça. Dans les grandes lignes, la présentation, donc il y a un côté, c'est une présentation aujourd'hui qui n'est que le reflet de mon expérience, donc elle n'est pas forcément 100% juste, et je vous laisserai complètement la place de repositionner des choses si vous avez des points de vue différents. On va explorer quelques dates clés de la gouvernance partagée. Et puis, j'ai essayé de faire des grands chapitres thématiques. Donc, il y a certains aspects à travers la gouvernance partagée. Il y a des fois une intention de contribuer à une vision du monde dans certaines approches. Systématiquement, il y a un soutien au projet collectif. Et puis, à nouveau, dans certaines approches, il y a des aspects qui viennent soutenir les individus. Et puis, j'ai laissé un chapitre sur l'accompagnement d'organisation. C'est comment certaines approches, qu'est-ce qu'ils proposent pour accompagner des équipes et des organisations à se saisir de ces approches-là. Donc déjà, pour poser quelques bases, quelques dates clés sur la gouvernance partagée, parce que c'est quelque chose qui a évolué. Alors, à nouveau, ce n'est pas exhaustif, mais dans des grandes dates clés, il y a eu en 1926, il y a eu Kiesbock qui a fait quelque chose, moi j'ai noté pré-sociocratie, mais en gros, c'est qu'il a commencé à utiliser des décisions par consentement pour manager des équipes et des projets. Et ils utilisaient quasiment que ça. Et dans la décision par consentement, les objections qu'il pouvait y avoir, quand on pouvait objecter au regard du projet collectif. Donc, il n'appelait pas ça des raisons d'être ou des missions, des visions à l'époque. C'était plutôt le projet commun. En 1970, il y a eu Gerhard Hindenburg avec la sociocratie. Donc, sociocratie 1.0, parce que j'ai pas trop documenté, la sociocratie a évolué avec le temps. Et aujourd'hui, ils ont des propositions qui sont nettement plus larges et plus complexes. Mais je connais pas bien et c'était difficile d'aborder ça dans une présentation aussi courte. En 2007, il y a eu l'approche Dragon Dreaming de John Croft, alors qui n'est pas forcément autant structurée que d'autres approches de gouvernance, mais c'est un mélange de manières d'appréhender les projets, de manière de s'organiser. Et entre autres, il avait créé un concept qu'il appelait organisation à centre vide. Voilà, qui posait quelques bases qui sont quand même dans cette famille de pratiques qui permettent de s'organiser, de définir qui fait quoi, qui peut choisir quoi et comment. En 2008, on a eu Brian Robertson avec l'holacratie. Donc là, ça a été un changement quand même assez fort entre la sociocratie et l'holacratie. Et c'est un des modèles dont on entend passablement parler aujourd'hui, des fois en bien, des fois pas du tout. Il y a visiblement différentes manières de pratiquer holacratie. Nous, par exemple, on a une manière de pratiquer à l'instant Z qui est très, 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 très compatible. On est très, très proche de respecter les règles de l'holacratie comme elles sont écrites, mais en même temps, on le pratique d'une manière qui laisse de la place à l'humain, à la sensibilité ou à ces choses-là. Alors que des fois, dans l'holacratie peut être pratiquée de manière visiblement assez mécanique, et ça peut faire mal. Voilà, donc c'est un outil, on peut l'utiliser correctement ou pas. Ça fait appel au libre arbitre. Ça fait appel au libre arbitre. Oui, ça peut faire appel au libre arbitre. Après, comment dire? Moi, je dirais que c'est presque dans quelles intentions on utilise ces choses-là, en fait. Et apparemment,
j'ai mis longtemps à comprendre que Brian Robertson, visiblement, n'avait pas forcément l'intention de laisser de la place à ce que chacun exprime des parts de lui et qu'on laisse de la sensibilité. Donc, du coup, il y a presque un côté de s'en affranchir presque. Alors que nous, ce n'est pas vraiment un parti pris qu'on a. Ah, d'accord, c'est en colonne, c'est un commandement en colonne. Il y a une tête pensante, même s'il y a un centre vide, il y a quand même un directoire. Il peut. Du reste, il y a plein d'aspects qui font que dans le doute, si je devais être dans une structure qui fonctionnerait de manière classique ou en holacratie, j'irais directement vers l'holacratie sans hésiter. Ah, d'accord. Parce qu'elle est plus sûre dans le centre de décision. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Typiquement, c'est un petit peu la limite des fois de vouloir faire une présentation comme je l'ai fait aujourd'hui. C'est quand on veut découvrir le modèle holacratie, nous, on fait des présentations pour explorer un petit peu ça. Et en général, ça nous prend jusqu'à une vingtaine d'heures pour voir un peu les différents aspects. D'accord. Parce qu'il y a plein, voilà, ça serait réducteur de dire tiens, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est pas mal d'éléments. Bon, on va voir, tu vas voir que sur la présentation, il y a pas mal d'éléments sur lesquels justement je distingue ce que l'holacratie prend de ce qu'elle ne prend pas. Du coup, peut-être de réserver des questions là-dessus sur la suite. Ok. Ensuite, on a Gouvernance partagée qui est venue avec l'Université du Nou en 2010. Alors, Benjamin, s'il y a des trucs que tu veux me dire, dis-le peut-être par oral parce que je ne vois pas le chat typiquement. Ouais, t'inquiète. Ça marche. Donc en 2010, l'Université du Nou, on commençait à explorer des approches en mêlant sociocratie et holacratie. Donc ça intègre en tout cas ces deux aspects-là dans leur pratique. 2013, gouvernance organique. Donc ça, c'est un monsieur qui est dans le sud de la France qui fait ça. Je viendrai sur les détails de ce qu'on trouve dedans. 2019, gouvernance cellulaire. Jean-Luc Christin et un collectif. Donc au début, ça a été pas mal initié par Jean-Luc, mais il s'est très rapidement mis en lien avec d'autres personnes. Nous, on s'est impliqué aussi sur des étapes d'écriture de la gouvernance cellulaire. Et puis nous, on est en train de formaliser notre modèle. Alors malgré qu'on s'implique dans la gouvernance cellulaire, on formalise le nôtre, mais c'est un aller-retour avec Jean-Luc et puis avec l'équipe de gouvernance cellulaire, c'est qu'on teste des choses à notre manière et puis on revient sur cette équipe et puis on voit qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'eux testent. Donc voilà, il y a un ratio d'échelle. À quel niveau? Sous-entendu, quand on est un petit groupe de 6 pour s'entendre, c'est raisonnablement bien. Quand on est un groupe de 300 pour s'entendre, c'est un peu plus compliqué. Tu dis suivant les modèles? Ouais. Alors, je dirais que nous, avec le modèle Z, on manque d'expérience de grands groupes. Je pense que gouvernance cellulaire, il faudrait demander au collectif. Je ne sais pas exactement qui a fait de l'accompagnement et à quelle échelle. Ce qui est sûr, c'est que holacratie, eux, ils sont capables d'appréhender des groupes de taille conséquente. Donc, ils travaillent plutôt avec des grandes entreprises plutôt qu'avec des milieux alternatifs. D'accord. Okay. Nous, on est quand même beaucoup plus économie sociale et solidaire. Donc, c'est plus légiféré sur des axes simples. Lequel? L'holacratie, c'est-à-dire en fait, on décide, voilà, on fait du business pour du profit et on se gère comme ça. On fait du business pour de la philanthropie, on gère comme ça. On donne des axes et tout le monde adhère. En tout cas, dans l'holacratie, il y a potentiellement le fait que le board ou le comité d'administration peut donner des grands axes et puis a priori les autres suivent. Ouais, voilà. Ce qui va marquer une différence quand même assez marquée par rapport à ce que nous on fait dans le modèle Z ou en gouvernance cellulaire et même en fait sur tous ceux qui sont après quasiment. Sont des modèles qui impliquent beaucoup plus le collectif. Voilà. J'ai mis des lettres en bas, SC, DD, HC, GP, GO, GC, MZ. C'est parce que dans les textes qui vont suivre, j'ai mis systématiquement les références de quel modèle utilisait certains concepts. D'accord. Okay. Voilà, ça permet de se référer à ça. Donc, par exemple, un des premiers éléments, c'est qu'il y a certaines approches qui s'intéressent à contribuer au monde. Et entre autres, par exemple, ça peut être sur l'évolution des consciences. Donc ça, on trouve ça en bas, on voit qu'il y a le DD, c'est Dragon Dreaming. Et du coup, le modèle Z, qui nous, notre modèle se nourrit passablement d'approche holacratie, gouvernance partagée et du Dragon Dreaming. Et dans les différents aspects où il y a des changements, il y a le fait de passer d'une culture de compétition gagnant-perdant ou perdant-perdant à quelque chose qui serait gagnant-gagnant-gagnant. Habituellement, on entend gagnant-gagnant dans les rapports interpersonnels. Là, c'est gagnant-gagnant-gagnant. C'est gagnant pour les individus
gagnant pour le collectif et puis gagnant pour l'écosystème Terre. Donc l'idée, c'est de faire des projets qui soient au service de l'intérêt commun et pas forcément que des humains qu'on connaît et tout ça, mais à une échelle plus large, dans l'intérêt de tous. C'est aussi une culture du pouvoir avec, plutôt que d'une pouvoir sur ou du pouvoir contre. Une culture qui est plutôt dans l'action en conscience plutôt que dans la réaction, dans une communication profonde plutôt que dans une communication uniquement peut-être rationnelle. Là, ça peut intégrer vraiment le côté de ce qu'on vit à l'intérieur, de pouvoir partager ça de manière vraiment authentique. C'est une culture qui vise à nourrir l'intelligence collective et qui va pouvoir pour ça utiliser des attitudes, des processus, tout ce qu'on peut faire qui nous permet d'être plus intelligents ensemble, en sachant qu'assez souvent on utilise les termes d'intelligence collective, on parle de processus d'intelligence collective, mais est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que simplement en utilisant le processus, on peut arriver au résultat que ça a généré de l'intelligence collective? Donc c'est sûrement l'intention des outils, mais est-ce qu'ensemble on y arrive? Est-ce que ça marche bien pour nous? Et puis, il y a le niveau de la question de la confiance sur une culture qui est plus basée sur le contrôle et à refuser les aléas et le chaos. Et là, on est plus sur une culture de la confiance et d'explorer, d'essayer et de s'ajuster. Voilà. Donc certaines approches, dont la nôtre, visent vraiment un changement de culture à plusieurs niveaux. Et là, j'en cite 5, on pourrait en citer pas mal d'autres. Un autre angle qu'on voit sur le côté contribution collective, c'est ce que j'appelle moi une éthique systémique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les projets peuvent contribuer à l'évolution des individus, à renforcer le collectif et puis à prendre soin du système plus large. Donc c'est vraiment à l'échelle du je, du nous et du tout. Et là, on retrouve vraiment le Dragon Dreaming qui pose vraiment ce triptyque tel qu'il est écrit là. On retrouve dans la gouvernance organique ces 3 échelles. C'est pas cité de manière aussi claire, mais en tout cas, il y a une intention de prendre soin de ces 3 dimensions. On retrouve ça aussi comme intention dans la gouvernance cellulaire. Et puis voilà, puis le modèle Zen, nous, pareil, on a pris ça aussi. Ces trois grands piliers, c'est des piliers qui peuvent rappeler l'approche de la permaculture. Ils sont très très proches. Elle est citée des fois un petit peu différemment avec le soin à la terre, là qui est clair, le soin aux individus qui est clair, et puis générer de l'abondance, partager les surplus, qui là on retrouve dans le côté collectif. Et puis en gouvernance organique, c'est formulé de manière assez simple avec soit ensemble au service des siens, mais on retrouve quand même ces 3 échelles-là. Et puis, un aspect alors là, qui est typique à nouveau Dragon Dreaming, c'est une intention de soutenir le changement d'époque que nous, humains, nous sommes en train de vivre, avec des modes de vie qui, jusque-là, ont pas mal dégradé les systèmes, et de comment ça pourrait aller vers des modes de vie plus pérennes, qui pourraient prendre soin, voire régénérer, aggrader les systèmes. Et du coup, c'est plutôt des logiques de contribution c'est des mouvements qui sont très proches de la permaculture, des mouvements des villes en transition, des colibris, et puis tout ce qui s'inscrit un petit peu dans cette mouvance. Donc on pourrait trouver de l'économie sociale et solidaire, mais plein d'autres acteurs qui essayent d'œuvrer pour une culture humaine qui prenne soin du système, qui prenne soin des humains. Et de temps en temps, on est en lien avec des initiatives qui font aussi leur part en étant contre. Donc, ce n'est pas forcément l'énergie favorite d'être dans le contre, mais il y a des acteurs qui font ça et c'est des fois important de le faire pour sensibiliser aussi, de dire ce qui ne va pas. Donc voilà, dans les différents modèles que j'ai présentés au début, il y en a somme toute pas beaucoup qui s'intéressent à poser une intention de contribution à quelque chose de plus large. La plupart mettent le focus sur le projet collectif, et ce qui est déjà très bien. Là, ça va devenir pas mal technique, donc je ne sais pas, vous direz à la fin justement peut-être sur comment c'est possible de rentrer d'accueillir la présentation que je vous fais en ayant plus ou moins de bagages techniques. Un des aspects qu'on retrouve dans la gouvernance partagée, c'est la notion de pilotage par la raison d'être. La raison d'être, donc ce qui fait qu'on s'est réunis autour d'un projet commun, c'est ce qui va nous servir à valider des prises de décision.
Typiquement, quand on utilise des prises de décision en décision par consentement, il y a des moments où on a l'opportunité, chacun a l'opportunité d'objecter. Et les objections, elles sont en tout cas au regard de la raison d'être. Ce qui fait que si quoi que ce soit qui se passe dans l'organisation sur une prise de décision va à l'encontre, je peux objecter et je suis légitime, quoi. L'objection va être prise, elle va être valide et on va s'en occuper. Et donc, suivant les approches, il y a différentes formes différentes manières d'écrire la raison d'être. Et par exemple, la plupart du temps, elles sont écrites sur une mission concrète, c'est-à-dire l'organisation, elle fait quoi? On trouve ça donc en sociocratie, en holacratie, en gouvernance partagée, en gouvernance organique, en gouvernance cellulaire. Et puis, il y a d'autres approches, quoi. Nous avec le Dragon Dreaming, il amène une notion d'une raison d'être où on trouve une dimension de mission et une dimension de vision. C'est-à-dire, on fait quelque chose, on a une contribution concrète, mais elle est au service de quoi? À quel monde cette mission contribue? Ou pourquoi ça fait sens de faire ça? Ce qui crée quand même des raisons d'être où ça amène un sens différent. Je prends l'exemple, par exemple, IGI, qui sont les personnes qui peuvent proposer des services en holacratie en France. Ils sont sous licence, en France et en Europe, sauf erreur. Eux, la raison d'être, c'est l'excellence en holacratie. Ok, c'est sympa, mais pourquoi en fait? Comment ça nourrit, comment ça contribue à un monde meilleur? Et ça se trouve, ils ont des bonnes raisons de le faire et ils pourraient tout à fait écrire une vision par rapport à ça, mais là, en fait, c'est quelque chose où on n'arrive pas à se connecter à leur pourquoi et au sens profond de ce qu'ils font. Juste, il y avait Claude qui voulait ajouter quelque chose. Oui. Oui, non, je dis une organisation, elle peut avoir plusieurs missions. Donc, une organisation, elle peut avoir une mission pour un certain public, une mission pour un autre public. Et c'est l'ensemble de ces missions, la somme ou l'intégration qui donne pour finir la raison d'être de l'organisation. Et c'est Peter Drucker, dans les années 60, qui avait déjà défini pour la mission, il y a 3 éléments. Il y a qu'est-ce qu'on va faire, pour qui on va le faire et pour quel changement, pour quel impact. Bah, du coup, tu mets le doigt sur quelque chose qui est pas mal important, c'est qu'en fait, dans ces vocabulaires, dans le terme raison d'être, dans le terme vision, le terme mission, tout le monde n'utilise pas les mêmes outils pour les écrire. Ce qui fait que certains vont parler de raison d'être et en fait, leur raison d'être, c'est une mission très concrète et il n'y a pas tout le reste que tu as cité. Est-ce que c'est une question de terminologie ou c'est une question de priorisation? Non, quoi. Apparemment, il y a beaucoup une question de terminologie où tout le monde n'utilise pas le même vocabulaire. Et dans certains milieux. Mais sans faire de sémantique, on n'utilise pas le même vocabulaire donc à dessein de pouvoir contrecarrer l'idée de l'autre ou simplement c'est une autre définition mentale en fait. A priori, en tout cas, là comme ça, j'aurais tendance à dire que c'est une autre définition mentale, c'est pas plus que ça. D'accord. Dans certains milieux, on va parler de. Donc conceptuel en fait. Ouais. Mais que du coup, en fait, il y a vraiment des endroits où quand on arrive avec le vocabulaire, avec par exemple le vocabulaire de l'instant Z dans une organisation, il y a certains endroits, ça ne pose aucun problème, il y a certains endroits, il y a des termes qui peuvent complètement bloquer parce qu'ils sont déjà utilisés ailleurs avec un autre sens, ou parce que ces personnes-là ont une connotation sur un mot qui fait que ça rend les choses compliquées. Donc le vocabulaire n'est pas anodin. Non. Non, certainement, bien sûr. Il y a une approche qui est quand même passablement différente sur la manière d'écrire la raison d'être, c'est celle de la gouvernance organique, où la raison d'être va être basée sur des expériences de référence, c'est-à-dire des moments où les personnes ont vécu quelque chose qui les a mis dans un état le plus inspirant. À quel moment j'ai vécu des choses où j'étais dans la plus grande joie, dans la plus grande connexion avec le monde, avec les autres, quand c'est que je me suis senti le mieux. Et en fait, les raisons d'être individuelles et la raison d'être collective se basent sur ces expériences de référence en gouvernance organique. C'est quand même ce qui amène une dimension très particulière et qui peut être super intéressante. Voilà. Moi, je manque d'expérience. La gouvernance organique, j'ai exploré en début d'année. Donc, pour l'instant, ça reste conceptuel. Mais voilà, j'avais envie de partager ça parce que je trouve qu'il amène une profondeur qui peut être très intéressante.
Il y a la notion de raison d'être évolutive, parce que dans certaines organisations, la raison d'être est peut-être écrite. Est-ce qu'elle a été écrite avec les personnes? Pas forcément. Avec tous les membres? Pas forcément. Et à certains endroits où elle est écrite, des endroits où on peut venir l'interroger et l'ajuster. Donc dans le Dragon Dreaming, on a ça. Dans les approches de gouvernance partagée de l'Université du Nou, je sais qu'ils le suggèrent aussi. Gouvernance cellulaire aussi. Il y a vraiment un espace dédié pour faire ça. Et puis, et nous, dans le modèle Z, pareil, on intègre régulièrement, il y a un endroit où on peut venir réinterroger la raison d'être du collectif. Quelque chose qui est assez spécial aussi, c'est d'aller explorer comment est alignée ma raison d'être individuelle avec la raison d'être du collectif. Et ça, en fait, ça implique déjà que pour pouvoir s'intéresser à ça, ça implique que chacun, en fait, on se pose la question, mais en fait, qui j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie d'amener au monde? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie qui me ferait vraiment kiffer? Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne croise pas forcément de manière courante. Mais pour les personnes qui le font, de s'interroger sur comment la raison d'être du projet collectif et ma raison d'être individuelle, comment c'est aligné, c'est quelque chose qui mérite d'être abordé. Parce que idéalement, ça devrait. Ce que je viens faire dans le collectif devrait aussi nourrir le développement que je cherche à avoir en tant qu'individu. Donc ça, on voit sur le deuxième petit encart, la résonance avec la raison d'être collective. Dans l'approche Dragon Dreaming ou le modèle Z, on va rechercher pas forcément à ce que le projet collectif soit 100% en cohérence avec mon projet individuel, mais qu'il y ait suffisamment de résonance, que je sois suffisamment pour. Quand je me connecte au projet, qu'on me demande est-ce que tu as envie d'y partager, normalement je devrais dire bah oui, je suis pour ce projet, j'ai envie d'y participer. La gouvernance organique, là-dessus, elle se positionne à nouveau un cran un petit peu plus engageant. C'est que théoriquement, on se regrouperait vraiment avec une résonance quasiment totale de nos raisons d'être individuelles. Et du coup, que la raison d'être collective, en fait, on pourrait s'abandonner en tant que je à la raison d'être du collectif. C'est pas du communisme. Non, c'est pas l'idée que ça soit du communisme du tout. Je pense que c'est vraiment dans l'idée, dans l'intention de ce qu'amène Alexander avec ça. Je pense que ça fait complètement sens. Je ne sais pas en fait aujourd'hui combien de personnes, combien de groupes sont suffisamment matures pour vouloir jouer à ce niveau-là. C'est très engageant, mais ça peut largement faire sens. Et a priori, les projets dont il parlait où ils utilisent la gouvernance organique, on est souvent sur des lieux de vie où du coup le lieu de vie intègre les dimensions. Il y a les dimensions du professionnel et les dimensions personnelles qui sont mélangées dans tout ça. Avec un idéal que l'alignement des jeux permette de dépasser toute structure et méthode et puisse permettre de déclencher un fonctionnement intuitif, inspiré, spontané et libre. Un kibbutz. Un kibbutz. Alors après, j'imagine qu'on pourrait l'interpréter et puis poser des choses comme ça, comme si c'est un retour en arrière. C'est une question qui se pose pas mal en spirale dynamique, des fois, de savoir est-ce que ne pouvant pas appréhender un niveau de conscience qui est différent, est-ce qu'on a tendance à se référer à des choses qui se sont passées avant ou pas? Donc, il est possible, et c'est comme ça que c'est amené par Alexander, je pense, le dirait comme ça, il semble être connecté à un niveau de conscience intéressant, qui fait que c'est engageant et c'est déstabilisant. Moi, je sais que c'est un cran qui vient me taquiner, et que je vois que je peux être tenté d'explorer ce genre de choses, mais que je suis sur mes limites de là où j'en suis aujourd'hui. Par conviction? Que je sens que ça brasse trop à l'intérieur et que j'ai encore besoin de nourrir. J'ai du mal à dire que j'abandonne ma raison d'être personnelle dans une raison d'être collective. Un schéma émotionnel, alors? Ouais, ça peut être des trucs comme ça, ouais. Je ne suis pas forcément très au clair, mais je sens d'un côté, cette approche m'appelle, et en même temps, je sens des résistances internes. Mais oui. Vu que la discussion est ouverte, moi, je veux bien poser une question. Je ne sais pas si j'ai mis ma caméra ou pas. Si, elle y est. Salut Claude, je ne voulais pas te dire bonjour avant, mais… C'est Anna Maria? Oui. C'est bon, tu peux. Moi, je n'ai pas entendu que c'était l'idée d'imposer
enfin, on me force pas à abandonner mon. Ah, je sais plus le terme que tu as utilisé, mais La raison d'être individuelle. voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est tellement aligné avec la mienne que du coup, il y en a plus une qui se superpose à l'autre. J'ai plutôt l'impression que je vais rejoindre le projet si c'est totalement aligné avec ma raison à moi. Du coup, Oui, ça fait plus qu'une raison d'être. C'est complètement dans ce sens-là. C'est C'est complètement dans ça, ce il me sens-là. semblait que j'avais compris. Ok, d'accord. Et en Donc, fait, dans ça ce va- sens-là, c'est pas ni du communisme, non, ni c'est pas non, c'est vraiment un alignement autoritaire assez dans ce idéal. sens-là. En fait, moi, je sais que par exemple, là où ça pouvait m'interpeller, c'est que comment Alexander invite à écrire les raisons d'être sur les expériences de référence et comment les gens se rejoignent autour de ça. Et ben aujourd'hui, je ne suis pas sûr que j'arriverai, je me sens pas 100% aligné au sein de l'instant Z. Je n'arrive pas Ok. il y a des parties qui sont en écart où j'ai eu des expériences de référence qui sont au-delà de ce que je fais aujourd'hui. C'est quoi? C'est un schisme avec un combat intérieur? Non, comment dire, je dirais qu'en fait, là où Alexander amène avec ses connexions sur les expériences de référence, ça amène sur un chemin qui pourrait être à connotation spirituelle. Je me méfie un petit peu sur ce mot-là parce que ça peut parler autant que ça peut freiner. Mais je dirais qu'il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre des ouvertures de conscience, de plus en plus ouvert. Et en fait, il invite chacun qui a vécu des expériences de référence à les partager avec les autres. Et si aujourd'hui je faisais ça, je ferais un peu moins de la gouvernance partagée, je ferais un peu plus des approches, des fois de développement. J'aime pas le développement personnel, mais des expériences qui permettent de vivre ce genre de choses. Voilà. Et aujourd'hui, je sens que j'en suis pas là, que peut-être ça viendra un jour, mais que c'est pas le moment pour moi aujourd'hui. Donc c'est en tout cas l'approche d'être complètement aligné sur les raisons d'être individuelles et sur le projet collectif. Je trouve que c'est chouette, c'est hyper inspirant. Mais voilà, à qui se sent d'explorer ce genre de choses. Il y a aussi la notion de la personne source. Donc ça, c'est un concept je crois, Philippe Koenig, sur les personnes Peter Koenig, merci. Qui sont les personnes qui initient les projets, l'intention de projet. Et dans certaines approches, on a tendance à ne pas forcément reconnaître le fait que la personne a posé une intention, a été fondateur. Nous, on est vraiment en train d'explorer de comment trouver une juste place pour que ces personnes ne restent pas forcément avec les pleins pouvoirs que parfois ils ont, mais qui puissent avoir un rôle typiquement de gardien de l'intention et de s'occuper voilà, d'être attentif au fait que le projet évolue quand même dans la direction qui était posée à la base, même si évidemment ça s'ajuste et ça se modifie, mais de pouvoir être le garant de ça. Donc typiquement, ça pourrait être de créer un rôle source qui s'occuperait d'une partie qu'habituellement, c'est des rôles, le premier lien ou pilotage qui s'occupe de cette partie-là. Delphine? Oui, par rapport à ça, donc du coup, le rôle source, quand on est dans une structure un peu plus grande, tu le vois quand même chez une seule personne, ou bien ça pourrait être un cercle qui prend ce rôle. Et la deuxième question, c'est comment à la fois garder de l'intention et à la fois avoir une raison d'être évolutive. Et donc, qu'à un moment, avec les années, on puisse un petit peu s'écarter de l'intention de départ quand même. Alors, je manque d'expérience là-dessus. À nouveau, je trouve dans la gouvernance partagée, il y a un côté qui est vraiment exploratoire. Nous, on le pratique depuis qu'on a créé l'instant Z et puis on pratiquait déjà d'autres approches avant, le Dragon Ring, une dizaine d'années quasiment. Là, je dirais que dans un premier temps, c'est déjà de pouvoir, si on voit que le groupe ou que des personnes sont en train de faire des choses qui s'écartent, ça peut être de se sentir vraiment légitime de venir interpeller là-dessus pour recadrer vers l'intention de base, vérifier ce qui se passe. Et puis après, nous, on propose d'avoir des réunions qui ont un processus où on le fait ensemble, on vient réécrire ensemble la raison d'être. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait quelqu'un qui s'en sorte, qui soit comme le garant, comme le porteur de cette intention, qui peut peut-être, quand on fait des réunions annuelles, qui peut peut-être intervenir là-dessus. Alors, entre le gardien de la foi et puis les sous-jacents, c'est-à-dire dissidents, pour pouvoir explorer différentes sphères, il y a
Gardien de la foi? Oui, c'est-à-dire si d'un coup tu as une doctrine ou un esprit, je sais pas, business ou politique ou religieux, je sais pas, à un moment donné, tu as une doctrine, tu suis une pensée, et après tu as des sous-pensées qui arrivent, qui sont pas forcément négatives ou qui Ouais. s'opposent, mais qui sont simplement des émanations avec une investigation. Ça, j'y reviendrai un petit peu après. Comment D'accord. dire? Nous, l'idée, hein, c'est qu'il y a des personnes qui initient des projets, qui posent une intention, autant qu'elle soit le plus claire possible. Et avec cette intention, il y a des personnes qui vont être en résonance avec ça. Donc, ils vont venir parce qu'ils ont envie de participer à ce projet. A priori, au fil du temps, les personnes qui participent à ce projet, et même le fondateur, chacun évolue, le contexte évolue. Et de temps en temps, quand on sent que c'est nécessaire, on peut venir réinterpeller cette manière de, voilà, la raison d'être, la vision et la mission du projet. Mhm. Voilà. Yvan, Oui, j'ai juste une question par rapport à la raison d'être. oui, Quand tu dis on peut créer un groupe où les gens se mettent en groupe pour revoir et revisiter la raison d'être, mhm. souvent, enfin moi il me semble, souvent dans un projet, la raison d'être, c'est quand même le guide. Si on remanie régulièrement et trop souvent le guide, est-ce qu'on ne peut pas perdre le projet tout simplement? Alors, je ne sais pas si on peut perdre le projet. En tout cas, suivant les approches de gouvernance, il y en a qui suggèrent de remanier ça tous les ans. Par exemple, l'Université du Nou, je sais que sur certains documents, il y avait cette idée-là. Alors, je ne sais pas à quel point ils insistent sur cette dimension. Nous, on est plutôt sur un côté de le faire tous les 3, 4, 5, 10 ans, ou vraiment s'il se passe quelque chose de majeur. Mais en fait, ça demande passablement de temps, d'énergie à pas mal de personnes pour arriver à réécrire ça ensemble. Voilà, donc il ne s'agirait pas forcément de l'ouvrir trop souvent pour. Ouais. Ouais, tu vois pas ça tous les 3-6 mois, quoi. Ah, carrément pas. Non, non, je reviendrai là-dessus pareil un peu plus tard. On a les régularités des réunions, de comment nous on les voit. On a Claude qui voulait rajouter quelque chose par Ouais. rapport à ça. Oui, j'ai eu l'opportunité de faire ce travail avec France et Enjeu, donc qui a une bonne centaine, plus de 150 bénévoles, 40 personnes collaborateurs. Et on a revu, bon, c'était un dépoussiérage complet, j'ai appelé ça dépoussiérage, après 22 ans d'existence. Donc, Ouais. après 22 ans d'existence, on a revu mission, vision, mais comme je vous l'ai dit avant, mais je n'ai pas eu l'occasion de le dire, je pars toujours d'un triptyque, c'est les valeurs partagées Mhm. qui pourraient être assimilées à une raison personnelle d'être partagée, et puis la mission, donc la raison d'être, et la vision du futur. Ouais. Mais au sommet de tout, c'est vraiment le partage des valeurs. Voilà. Bah, Et nous, on le c'est ça place. qu'on avait fait. On le place tout de suite en deuxième. En fait, on joint, dans notre modèle, on joint la raison d'être et puis les valeurs partagées qui arrivent tout de suite en deuxième. Après, voilà, c'est symbolique de dire. Pour nous, on met vraiment la raison d'être au centre. Mais quoi qu'il arrive, le fait d'objecter sur les valeurs, c'est aussi quelque chose qui peut être valable dans notre manière d'aborder la gouvernance partagée. Donc ça, typiquement, systématiquement, nous, on va travailler avec les groupes de clarifier les valeurs, et puis pas que les valeurs, pas que des mots comme partager, parce que ça reste des mots des concepts trop larges, trop valises. Donc, c'est quels sont les principes de mise en action de ce partage. On va partager concrètement quoi? Est-ce qu'on partage des documents pédagogiques? Est-ce qu'on partage des temps d'échange? Voilà, donc d'essayer de traduire vers quelque chose de plus opérationnel. On a aussi, donc dans les différentes choses qui nous permettent de piloter l'organisation, de prendre des décisions, donc il y a la raison d'être, il y a les valeurs, et puis régulièrement, on va définir des grands axes de développement, des projets prioritaires. Et ça, typiquement, nous, on suggère de le faire tous les 6 mois ou à minima tous les ans. Donc, on retrouve ça dans l'approche Dragon Dreaming, Modèle Z. Et puis, Holacracy propose aussi de faire ça régulièrement. Ce qu'on appellera, je verrai tout à l'heure, sur ce qu'on appelle une réunion de stratégie. Mais on va en profondeur ou on aborde certains sujets? Quand on fait ces… Sur le global ou c'est… Alors, à nouveau, c'est bon, ça vient je reviens là-dessus sur des slides plus loin, si tu veux bien. Okay. Ouais, bien sûr.
On a aussi toute la notion du cadre, hein, de comment on crée un cadre qui permet d'avoir une structure, qui permet d'amener de la sécurité. Et pour ça, en fait, on va clarifier qui a le droit de faire quoi, qui est responsable de faire quoi. Et on trouve ça dans l'approche, dans le Dragon Dreaming, dans l'holacratie, dans la gouvernance partagée, gouvernance cellulaire, modèle Z. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très transversal, mais qui n'est pas posé en sociocratie, par exemple, on n'a pas ça. On va aussi avoir le côté d'écrire des règles, de les écrire de manière formelle et de pouvoir les ajuster ensemble. Et ça, c'est vraiment holacratie qui a posé ses bases. Et puis après, les modèles qui ont continué à l'utiliser, qu'on a gouvernance partagée, gouvernance cellulaire et puis le modèle Z, ben nous, on a continué avec ce principe-là, que dès qu'on a besoin, on formalise les règles et que c'est des règles qu'on sait que chacun peut venir interpeller. Donc tout le monde a emprise sur les règles du jeu. Il y a Claude qui va intervenir. Oui. Est-ce que c'est un petit peu ce qu'on pourrait mettre dans une charte? Alors, ce que nous, on met dans la charte, alors il y a plusieurs formes de charte, elles ont plusieurs contenus. À nouveau, c'est des termes génériques et tout le monde ne les utilise pas de la même manière. Nous, je dirais qu'on a un cadre qui est posé avec raison d'être, valeurs et principes. On peut avoir aussi une charte relationnelle. Là-dessus, c'est toutes les règles de fonctionnement collectif. Ça peut aller dans la cuisine, vider le lavabo, le papier utilisé pour l'imprimante, c'est du papier recyclé de tel grammage. On pourrait avoir des choses hyper précises si on en a envie. Ça peut être tout. Tout ce qu'on va avoir, tout ce qu'on va trouver pertinent de décrire comme règles collaboratives, c'est quelque chose qui sont formalisés et sur lesquels chacun peut venir interpeller pour les supprimer, pour les modifier ou pour en créer des nouvelles. Et ça, c'est quand même quelque chose où il n'y a pas beaucoup de modèles qui proposent ça. C'est pour ça que, typiquement, j'apprécie beaucoup l'holacratie sur des apports de ce type-là. Oui. Non. Un apport qui a été quand même aussi majeur, c'est la notion de constitution. Donc ça, c'est holacratie à nouveau qui a amené ça. Un document de référence qui pose les règles du jeu minimum. Et sauf erreur, c'est un livret, je ne sais pas combien il est le dernier, mais je dirais une 20aine de pages. Et avec cette 20aine de pages, ça va nous permettre de clarifier comment on va créer des rôles, comment on va modifier, supprimer des rôles, comment on va créer des règles et ainsi de suite. Qui attribue les rôles, qui attribue des budgets, qui tranche sur les priorités, comment on gère une réunion opérationnelle et ainsi de suite. Donc il y a plein de mécanismes et de processus du fonctionnement collectif qui sont documentés, qui sont formels. Et les structures qui fonctionnent en holacratie ou en gouvernance cellulaire ou qui voudraient adopter pareil notre modèle Z, l'idée c'est de s'engager sur ces règles de base, en sachant que les règles permettent de venir réécrire des bouts des règles. Il y a certaines choses de la Constitution qui ne sont pas possibles de réécrire et il y a certaines choses sur lesquelles on peut venir modifier tant que ça reste compatible avec ces règles minimum. Et puis, un apport qu'a amené la gouvernance cellulaire, qui est vraiment super chouette, c'est la notion de constitution modulaire, où il y a ces règles minimum qu'on trouvait sur les règles de base, et on peut activer des espèces de briques. Lui, il appelle ça des briques dans la gouvernance cellulaire. Mais c'est typiquement, peut-être que dans nos règles de base, on n'a pas de processus pour régler les tensions interpersonnelles quand il y a un conflit qui émerge. En gouvernance cellulaire, on pourrait développer une brique qui permet de dire on traite les conflits avec la médiation de tel type ou alors avec les cercles restauratifs. Et puis, ça définirait un petit peu quelles vont être les différentes étapes, qui fait quoi, où et quand, pour mettre ces nouvelles règles du jeu en place. Donc, c'est des espèces de paquets de règles préécrites qu'on peut activer si on en a envie. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir débuter avec des règles simples qui, ça se trouve, suffisent. Et qu'en même temps, quand on sent qu'on a des besoins spécifiques, de pouvoir piocher dans des éléments plus techniques, mais qui sont déjà préécrits, quitte à après les ajuster. Il y a Delphine. Oui. Donc, si je comprends bien, la constitution, ce n'est pas évolutif. Par contre, constitution modulaire, c'est la partie évolutive de la constitution. Alors, une question à laquelle je ne saurais pas répondre, c'est est-ce qu'on peut réécrire les règles de la constitution d'holacratie? Ça, je ne suis pas sûr. Je ne maîtrise pas suffisamment. La gouvernance cellulaire, je sais que dans la Constitution, c'est écrit, il y a certains éléments qu'on peut modifier à condition
que ça respecte ça. C'est-à-dire, on peut pas enlever. Ce qu'on cherche à éviter, c'est que les personnes qui réécrivent, elles enlèvent tout ce qui fait que ça fonctionne bien. Donc, il y a des éléments qu'on peut pas venir enlever, on peut les transformer, mais il faut que ça reste compatible. C'est plus clair comme ça? Ouais, je pense. Ouais. Non, okay. Après, ça devient technique. Il s'agit vraiment de regarder, de commencer à lire la constitution de la gouvernance cellulaire. Celle du modèle Z, elle n'est pas encore complètement finalisée. Il y a une première version que David a écrite, et là, on est dans des processus d'écriture et de validation. Ah oui, donc c'est pas chaque structure crée sa propre constitution. Alors, bien sûr, quoi. En fait, ça se pourrait, mais c'est pas forcément l'idée. En fait, à un moment, l'idée, c'est de pouvoir commencer à jouer et à faire le projet commun plutôt que de devoir passer du temps à réécrire des choses de base et de réinventer la roue. Les règles du jeu de l'holacratie, elles permettent largement de débuter quelque chose, et même ça peut fonctionner très très durablement. Donc, utiliser ces règles du jeu pour démarrer, et puis après, à l'usage, d'affiner ce qu'il y a besoin d'affiner. La plupart des... Je peux juste poser une question? Vas-y, Anna. Moi, je tique un peu, je respecte les règles à fond, je suis extrêmement docile quand je comprends les règles et qu'elles ont du sens pour moi. Mais je t'ai entendu plusieurs fois dire là ces dernières minutes, ça on peut pas, ça, est-ce que là on peut, est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'on peut pas faire un peu à un moment donné en fonction de la situation? Je dis pas faire n'importe quoi, mais ça me semble étrange de dire. Dans l'absolu, j'ai l'impression que ça va contre le vivant d'être à ce point-là rigide dans ce que j'entends dans les dernières minutes. Ouais. Je dirais que ça peut, comment dire, les uns les autres, on a des manières de se connecter aux questions d'avoir des règles et des cadres. On n'a pas tous la même relation à ces cadres-là. Moi, je ne vais pas dire qu'il faut utiliser l'holacratie et ce cadrage strict-là. Je ne dis pas qu'il faut utiliser gouvernance cellulaire et ce cadre strict-là, ou modèle Z, ce cadre strict-là. Il y a certains endroits où on amène une rigueur, c'est une rigueur que nous, on choisit, et on invite les personnes qui choisiraient ces modèles à les choisir en comprenant pourquoi ça fait sens de garder ces règles-là et de ne pas venir modifier certains aspects. C'est le principe des protocoles, quoi. On pourrait dire ça comme ça, il y a certains protocoles de base, il y a certains éléments de base qui, pour nous, ne peuvent pas ne pas être là. Par exemple, pour nous, une structure qui fonctionne avec le modèle Z, il y a une raison d'être. On va trouver ça en holacratie et en gouvernance cellulaire, pareil. Il n'y a pas d'option d'enlever le fait qu'il y ait une raison d'être. Après, si un groupe le fait, ben oui, si ça fait sens et que ça fonctionne bien pour eux, tant mieux. Donc, je dirais ne pas, rester connecté au vivant, mais en même temps, essayer d'explorer, tester ce qui marche bien. Il y a des choses qui marchent bien. Et ce qu'ils ont écrit dans ces constitutions-là fait sens pour peu qu'on arrive à comprendre le sens de ces éléments. Voilà. En tout cas, je ne voudrais pas tomber sur quelque chose de rigide. Moi, c'est des modèles que je choisis, et je choisis cette rigueur-là parce qu'elle libère la manière de collaborer avec les collègues, elle libère d'avoir à se poser la question de « Ah, mais mince, mais c'est qui fait ça ?» et d'en discuter pendant des heures. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment alléger la manière... Non. Ouais, moi, je comprends ça. Je pense que c'est à d'autres niveaux où je me dis « Mais attends, mais… Mais je retire ma question parce que j'entends ce que tu veux dire dans l'importance de respecter certaines choses qui ont été préétablies. Puis après, je vois aussi les points où moi, ça me dit « Mais attends, la charte, oui, toi, tu l'as fait comme ça, mais peut-être qu'on peut… » Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des endroits où il y a de la souplesse, elle est possible, puis d'autres endroits où c'est vraiment pas bienvenu. Et puis, c'est pas le sujet de cette soirée. Donc, ceci dit, de temps en temps, l'esprit d'opposition est intéressant. Oui. Par exemple, il y a la question, nous, on a utilisé le terme modèle Z. Le terme modèle peut faire déjà débat rien qu'en lui-même, parce que est-ce que c'est un modèle qu'il faut utiliser? C'est le modèle unique et la meilleure manière de penser? Pour nous, c'est pas du tout ça. C'est que c'est une proposition de base qui, à nous convient. On a essayé de comprendre quels étaient les éléments qui faisaient que ça marchait bien pour nous et de les partager, en sachant que voilà, chacun s'en saisit bien comme il veut, en les appliquant à la règle ou en les bidouillant ou en prenant que certains éléments, peu importe.
Mais voilà. Il y a des faits d'armes de ce modèle Z qui... Des faits d'armes. Oui, c'est-à-dire qu'il a été éprouvé dans des situations où on a mis en pratique la constitution Z. Non, la constitution, comme je disais, on est en train de la formaliser. Pour l'instant, on accompagne des groupes avec ce modèle-là, mais sans avoir la constitution. Et donc, on s'est longtemps référé à la constitution de l'holacratie. D'ailleurs, qu'on propose lors des accompagnements, on propose si des groupes veulent s'engager sur holacratie, sur gouvernance cellulaire ou sur notre modèle, ou pas. Mais avant, on n'avait pas cette option et on est en train de la formaliser. Accessoirement, j'aurais tendance aujourd'hui à proposer beaucoup plus, tant que la nôtre n'est pas complètement finalisée, j'aurais tendance à proposer plutôt la gouvernance cellulaire que l'holacratie. Je trouve qu'elle amène beaucoup d'éléments qui sont beaucoup plus sensibles et qui me parlent plus, tout en bénéficiant de ce que holacratie amenait. Parce que holacratie a amené plein d'avancées qui sont super intéressantes. Je vais un petit peu de l'avant. Ouais. Donc, dans les différents modèles, on va retrouver des manières de structurer le collectif. Donc, typiquement, la structuration en cercle et en sous-cercle, avec assez souvent la notion de cercle auto-organisé, le fait que les cercles sont alignés sur la raison d'être de l'organisation. Donc, on trouve déjà ça en sociocratie. Et puis, dans tous les modèles suivants, quasiment, je n'ai pas l'information pour la gouvernance organique, mais je pense que si aussi. Après, holacratie amène le fait que chaque sous-cercle, chaque sous-élément va avoir aussi une raison d'être. On va clarifier pourquoi cet élément existe et qu'est-ce qu'il a comme fonction spécifique dans ce système. Et ça amène une manière de structurer les cercles qui sont dans une logique holarchique. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ça, mais c'est un peu la logique de comment les organes, comment la vie s'organise. Donc nous, par exemple, on est un humain, il y a une raison d'être complexe à être un humain entier, et au sein de l'humain, il y a des sous-éléments comme le cœur qui ont une raison d'être particulière. Ils participent à faire que l'humain fonctionne. J'ai besoin que ce sous-élément fonctionne, voilà, mais il a sa raison d'être propre. Donc voilà, ça on retrouve dans holacratie, gouvernance partagée, gouvernance cellulaire, modèle Z. Et puis dans notre modèle, on trouve aussi quelque chose qui permet d'accueillir les personnes. C'est un document de référence pour accueillir les nouveaux. C'est-à-dire des personnes qui voudraient rejoindre l'organisation, ils peuvent prendre connaissance typiquement de la raison d'être, des valeurs, des processus de comment les décisions se prennent. Et puis, au regard de ça, vérifier, savoir s'ils veulent aller plus loin pour rejoindre l'organisation ou pas. Donc, c'est une manière de créer des documents pour permettre d'accueillir plus facilement les nouveaux. On retrouve aussi la notion de structuration par rôle, en sachant qu'il y a des premiers rôles qui apparaissent, qu'on va appeler des rôles structurels, qui apparaissent déjà dès la sociocratie. C'est que chaque cercle, on va trouver dans chaque cercle un rôle facilitation et un rôle mémoire, qui est habituellement appelé secrétaire. On a des rôles qui servent à faire passer des informations depuis des cercles plus larges vers des cercles plus spécifiques. C'est ce qu'ils appellent le système de double lien. Lien de pilotage, lien de représentation, ou premier lien et second lien. Donc ça, on trouve ça dans la sociocratie, dans l'holacratie, gouvernance partagée, gouvernance cellulaire, modèle Z. J'ai mis des petits astérix sur pilotage, parce qu'à partir de l'holacratie, la personne qui a le rôle pilotage, ce n'est plus qu'une notion de faire circuler des informations. On lui attribue aussi des fonctions plus particulières sur le fait d'affecter des personnes dans des rôles, d'affecter des budgets, d'être le garant de certaines des priorités stratégiques. Voilà, ça c'est des choses qui apparaissent à partir de l'holacratie. C'est quelqu'un qui a du pouvoir. C'est quelqu'un. Alors, en fait, les 4 rôles, facilitation, mémoire, pilotage et représentation, d'une certaine manière, c'est un petit peu. On distribue les fonctions des managers et des chefs sur ces différents rôles-là. C'est une proposition de base à nouveau. Hein. Certains groupes, après, choisissent d'enlever encore des redevabilités, des responsabilités à ce rôle pilotage. Donc, c'est tout à fait possible de le faire. Il s'agit de clarifier comment cette chose dont lui est responsable, comment elle va être traitée, par qui. Est-ce que ce serait des sous-ensembles, en fait? Est-ce que c'est fait collectivement par des sous-ensembles? Est-ce que c'est fait par un autre rôle? Est-ce que c'est fait par un processus autre qu'on ne connaît pas? J'en sais rien, peu importe. Mais il s'agit, comment dire,
le but, c'est de pas d'enlever de la clarté. Si on sait que le rôle pilotage il est en charge de ça, il ne s'agirait de pas juste enlever cette responsabilité et qu'on ne sache plus comment ça se fait. Après, dans d'autres modèles, on va trouver d'autres rôles structurels. Donc, vraiment, les premiers, c'est vraiment la base de la base. Après, dans certaines approches, on va trouver des gardiens du temps qui peuvent soutenir le rôle facilitation, le rôle mémoire. On va trouver des gardiens du corps. Ça, c'est presque plus quand on fait des rencontres qui durent longtemps, sur plusieurs heures, d'avoir des moments de retour au corps pour ne pas être que dans du mental. Donc, ça peut être des temps de centrage, des temps de mouvement, voilà. Ça peut être très, très varié sur comment on revient et on réhabite le corps. Quelque chose qui vient du Dragon Dreaming aussi, le gardien du Drala. Alors, c'est un mot un peu étrange. C'est beaucoup le fait d'être le gardien de l'ambiance et de la qualité des relations, la qualité de présence. Et Frédéric Laloux, dans son livre Reinventing Organization, il cite que dans certaines réunions, ils ont des petites cloches et que dès qu'on sent que l'ambiance elle part un petit peu en vrille, que les gens ne s'écoutent plus, ping, on invite à un temps de centrage. Ça peut typiquement être ce genre de choses-là dans ce rôle. Tout à l'heure, j'ai cité le rôle source qu'on pourrait avoir. Nous, des fois, on suggère d'avoir un rôle célébration qui permet d'organiser des temps où on va partager sur notre aventure collective, sur comment ça nous nourrit, comment ça nous transforme individuellement et collectivement. On peut avoir des rôles inclusion, donc des personnes qui sont en charge d'accueillir les nouveaux. Des rôles qui sont en charge de soutenir les membres sur l'usage des outils collaboratifs. Je pense notamment, on utilise pas mal d'outils informatiques et tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Donc, comment je peux amener du soutien, de la prise en main, de la configuration à ces personnes-là. Ça peut être des rôles de formation interne aussi, parce que souvent, si une organisation fonctionne en gouvernance partagée, il y a un premier groupe qui se forme, mais quand il y a des nouveaux qui arrivent, comment ils font pour raccrocher un peu les wagons, comprendre comment c'est ces modes de fonctionnement bizarres, avec des réunions cadrées, des processus structurés, où on ne peut pas forcément s'exprimer quand on veut. Il y a un vocabulaire étrange, donc voilà, il y a souvent l'enjeu de comment on fait avec les nouveaux sur une notion vraiment de formation. Et puis des rôles sur la régulation, donc quand il y a des conflits interpersonnels, comment on va pouvoir amener du soutien pour aller vers une résolution qui soit le plus gagnant-gagnant possible ou le moins perdant-perdant possible. Ça, c'est les rôles, donc les 4 rôles structurels de base, c'est vraiment facilitation, mémoire, et puis le système double lien, pilotage et représentation. Et le reste, c'est un petit peu des espèces de catalogues dans lesquels on pourrait venir piocher et se dire, tiens, oui, ce rôle, il fait sens. Et il y a des choses qui sont un peu préécrites, ce qui peut faciliter le boulot pour une structure qui a envie de fonctionner en gouvernance partagée. Delphine ? Une question, ouais. Est-ce que les rôles peuvent être attribués à différents rôles à la même personne, et est-ce qu'il y a des rôles qui ne sont pas compatibles, qu'on ne peut pas mettre sur la même personne? Oui, merci. Effectivement, c'est une question bien technique et importante. Typiquement, les rôles structurels, facilitation, mémoire, pilotage et représentation, la personne qui a le lien pilotage, normalement, elle n'en a aucun autre. Et idéalement, ces 4 rôles sont répartis sur 4 personnes. Si on mettait tous ces rôles à la même personne, ça revient à refaire le même manager, le même chef que dans des modèles classiques, et ce n'est pas le but. La monarchie, ça. Après, pour relativiser ça, nous, on a commencé l'Instant Z, on a commencé à 2 avec David. Et en fait, à 2, il y a plein de questions qui ne se posent pas. On n'avait pas de sous-cercle, donc on n'avait pas besoin de lien représentation. Et on devait se distribuer le rôle pilotage, facilitation et mémoire en étant 2. Donc on l'a fait. Mais normalement, ça ne devrait pas. Les autres rôles qui sont des rôles, je dirais, moins critiques, c'est des choses où la plupart du temps, les personnes ont beaucoup de casquettes différentes. Au sein de l'Instant Z, moi, je crois que j'ai 17 ou 18 casquettes. Ce qui est tout à fait normal dans une organisation où on fait beaucoup de choses et on n'est pas très nombreux. Peut-être que dans des grandes organisations, des personnes n'auront qu'un rôle. Ça, je ne sais pas. Mais on a facilement plusieurs casquettes. Ok, merci. Et du coup, typiquement, on a ces rôles. Les premiers rôles, c'est des rôles qui soutiennent la dynamique collaborative. Et à un moment, on a les rôles qui vont être chargés de faire ce que notre projet collectif est censé faire.
Donc, si c'est un projet collectif qui fait du maraîchage, et ben, à un moment, on va avoir des rôles opérationnels qui sont en lien avec du maraîchage. Collecter des graines, faire des semis, s'occuper de la serre, faire de l'arrosage. Voilà, donc c'est du très concret. Et ces rôles opérationnels, ça arrive à partir de l'holacratie. Avant, il n'y avait pas cette notion-là dans les autres modèles de gouvernance. Donc ça, c'était aussi une avancée qui était vraiment très, très majeure. Une autre dimension qu'on trouve en gouvernance partagée, c'est ce qu'on appelle la gestion par tension. Donc les tensions, c'est des choses que chacun peut détecter au sein du système et qui demanderaient a priori à évoluer. Ça peut être aussi anodin que le fait que je viens d'apprendre que notre nouveau site internet est en ligne et puis j'ai besoin de le partager avec les autres. Et ben, le fait de devoir partager cette information, ça pourrait être une tension. Tant que je ne l'ai pas dit, j'ai une espèce de charge mentale où il y a quelque chose qui n'est pas à l'idéal. Et une fois que je vais régler cette tension, et ben, en fait, je trouverai que ça sera plus juste. Donc ça, c'est une tension très, très, très anodine. Ça peut être des tensions beaucoup plus critiques sur le fait que, mince, il y a le Covid-19, pardon, on ne peut plus bosser du tout. Qu'est-ce qu'on fait ? Et voilà, quelqu'un amène cette tension-là et le système va s'occuper de traiter cette tension. Donc, avec la notion de gestion par tension, l'idée, c'est de les résoudre et on va essayer d'en différencier différents types de tensions et de les traiter dans différents espaces. Il y a je reviendrai sur les différentes tensions et les différents espaces. Ensuite, on va essayer d'être méthodique, de traiter les tensions les unes après les autres. Alors qu'assez habituellement, dans des réunions, dans beaucoup de groupes, quelqu'un amène une problématique, donc quelque chose qu'on pourrait assimiler à une tension, et quand les autres vont commencer à se positionner, ils vont poser d'autres problématiques dedans. Et en fait, on se retrouve avec plein de problèmes emmêlés qui sont difficiles à traiter. Holacracy a amené ce côté où vraiment on traite une tension à la fois et on s'assure de valider que ça traite la tension auprès de la personne qui l'a amené. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que personnellement que j'apprécie beaucoup, le fait que systématiquement, je sais que si j'amène quelque chose, la personne qui facilite va revenir vers moi en me demandant « Ok, est-ce que ça traite ton point? Est-ce que ça traite ta tension ?» Voilà. Donc des tensions, il peut y en avoir un certain nombre. Tous les modèles en identifient pas autant. Il peut y avoir des tensions de sens. Nous c'est comme ça qu'on les appelle, des tensions de sens qui peuvent être sur la raison d'être, les valeurs et les principes. Donc des notions vraiment très, très au cœur du projet collectif. Ça peut être des tensions qui sont en lien avec des priorités. C'est quoi les grands projets sur lesquels on ferait bien de mettre de l'énergie, les grands axes de développement. Ça peut être des tensions qui réinterrogent les règles, les cercles et les rôles, en voulant en créer, en modifier ou en supprimer. Ça peut être des tensions qui sont en lien avec du partage d'informations, de la collecte d'informations, des projets, des actions. Donc tout ce qui est tension de stratégie, de réorganisation et opérationnelle, tous les modèles l'utilisent depuis Holacracy. Les questions de réinterroger la raison d'être, les valeurs et les principes, l'Université du Nou en parle dans leur approche de gouvernance partagée. La gouvernance cellulaire a créé un espace dédié à ça, et puis nous, on fait ça aussi. Après, il y a d'autres formes de tension. Donc ça, c'est vraiment, somme toute, des relativement classiques. On trouve aussi des tensions de type interpersonnel. Alors mince, je n'ai pas modifié le texte. Ce n'est pas du tout la raison d'être et les valeurs et les principes à cet endroit-là. C'est des conflits entre personnes. Et ça, c'est quelque chose que l'holacracy, par exemple, n'intègre pas. Alors pareil, j'ai pas bien modifié mon slide. Il n'est pas à jour, désolé. L'holacracy n'intègre pas du tout cette dimension interpersonnelle. Ils font même le pari que le mode de fonctionnement qui est utilisé permet de ne pas avoir de conflit, qu'on n'aura pas de conflit dans l'organisation. Nous, quoi que ce soit Université du Nou, je pense gouvernance organique, gouvernance cellulaire et ainsi de suite, on est plutôt dans l'idée que effectivement les modes de fonctionnement qu'on a mis en amont avec la raison d'être, le sens et ainsi de suite, toutes ces choses qui ont déjà été posées, ça va réduire les tendances conflictuelles, mais qu'en même temps le conflit risque d'émerger et que c'est tout à fait naturel et que la question c'est savoir comment on traverse ensemble ce conflit, comment on le résout ensemble. La gouvernance organique, elle amène passablement de tensions qui ne sont pas habituelles, et entre autres les tensions personnelles.
qui viennent toucher des charges émotionnelles personnelles. C'est-à-dire que des fois, quand on échange avec des personnes, il y a un moment, quelqu'un va commencer à réagir en disant ah oui, mais c'est pas possible. Bah, je prends l'exemple tout à l'heure de l'intervention. Je ne sais pas qui c'est qui est intervenu sur la notion des règles et des règles qui pouvaient être rigides et pas organiques. Et ben, un moment, peut-être que dans un échange, quelqu'un va justement se positionner comme ça. Ça active quelque chose chez une personne. Et bah, potentiellement, juste en discutant, la chose s'apaise, donc il n'y a pas plus de besoin que ça. Mais potentiellement, la personne va rester vraiment dans une intensité émotionnelle importante. Et là, la gouvernance organique, elle va prendre le temps d'accueillir ça et d'aller traiter ça. Et ça ouvre un cadre qui est vraiment plus un cadre qui habituellement est soit dans du développement personnel ou dans des cadres thérapeutiques, avec des outils qu'on trouve dans ces approches-là. Donc ça, c'est assez spécial. Pour moi, fondamentalement, ça fait complètement sens. En sachant que c'est assez technique, c'est que ça implique que les personnes qui accompagnent, déjà que le groupe soit d'accord d'aller dans ces endroits-là qui sont plus intimes. Et puis, ça demande des compétences aussi sur les personnes qui accompagnent ces processus, parce que tout le monde ne s'improvise pas forcément thérapeute, même s'il y a beaucoup d'outils qui sont très accessibles. Voilà, ça peut quand même demander des compétences un peu particulières. Mais je trouve intéressant en tout cas qu'il ouvre ça. Ça fait partie des aspects où on voit qu'il amène une profondeur qui n'est pas habituelle. Il amène aussi des notions de tension de pouvoir. Il parle aussi de positionnement grégaire. C'est toutes des relations qu'on peut avoir de domination-soumission ou autour du leadership. En fait, il va essayer de mettre en lumière qui aurait tendance à prendre le leadership et que ça puisse être visible, et à qui j'aurais tendance à accorder, qui j'aurais tendance à suivre pour aussi rendre visible ça. Donc, qui a tendance à souhaiter prendre le leadership et à qui j'aurais tendance à le donner. Pour l'instant, je manque de recul sur ce que ça peut permettre dans un groupe de faire ça, mais le fait de l'avoir vécu lors de la formation, c'était hyper intéressant. De mettre en lumière que certains cherchent à l'avoir, mais ce n'est pas forcément eux qu'on a envie de suivre. Et certains ne le cherchent pas, mais en fait, on leur donnerait volontiers la confiance de les écouter ou de les avoir comme personne qui fait le lien autour de l'intention du projet. Et c'est quelque chose qui se traite aussi par tension? Alors, il n'y a pas un processus comme dans d'autres processus holacratie où il y a vraiment des manières de traiter, il y a des réunions qui sont dédiées à ça. Là, il n'y a pas une manière d'amener ces tensions, ou alors je ne sais pas comment il le fait. Nous, on a utilisé un processus qui permettait de mettre ça en lumière. Donc, a priori, je pense que si quelqu'un avait une tension de pouvoir en gouvernance organique, eh ben, on rentrerait dans ce processus pour mettre en lumière les enjeux qui sont en train de se passer. Après, ce qui en est fait, sauf erreur, lui, il invite qu'on puisse définir qui est un petit peu l'alpha, mais que le groupe soit d'accord de choisir cet alpha et qu'il soit d'accord de reconnaître qu'on lui reconnaît ça et qu'il soit prêt à être le garant que personne ne va prendre le pouvoir sur les autres. À nouveau, c'est un peu spécial, c'est inhabituel, mais voilà, j'ai peut-être du mal à le traduire comme ça en peu de temps. La gouvernance organique, ça demande pas mal de temps d'exploration pour découvrir son modèle à Alexander, mais je pense que ça mérite d'aller explorer. Et il amène aussi une autre tension, qui est la tension de possession. J'aimerais juste amener un point de clarification sur justement ce point de leader. Dominique Barter, qui a en fait modélisé les cercles restauratifs, s'est rendu compte que lorsque il travaillait avec un groupe pour justement instaurer ce qu'on appelle un système restauratif, c'était important d'intégrer les sources de pouvoir et d'observer vers qui les personnes vont plutôt abonder ou pas, parce qu'une personne qui sera ignorée, qui a le pouvoir, risque d'invalider en fait ce qui aura été décidé lors des processus dans un cercle. Ouais, je pense aussi que c'est intéressant d'explorer, surtout que pour ceux qui connaissent la spirale dynamique, des personnes qui s'intéressent à la gouvernance partagée, souvent sont en tout cas des parts d'eux qui sont dans le stade vert.
Et ce stade-là, de temps en temps, il a tendance à vouloir nier presque les hiérarchies, les structures, les leaders. Je ne dis pas que tous les groupes ou toutes les personnes qui sont dans le vert le font, hein, mais il y a une tendance des fois à tomber là-dedans. Et là, on vient remettre ça en lumière, en fait. Il n'y a pas de leader caché. Donc voilà, je pense que ça peut avoir plusieurs fonctions à tester. Les tensions de possession, c'est aussi quelque chose qui est assez, que je ne connais pas bien, avec la notion du fait que certaines personnes pourraient vouloir être indispensables ou se sentir indispensables. Donc ça permet d'aller explorer ce sujet-là. Et aussi les notions de complicité excluante. Alors, je vais préciser avec, par exemple, du très concret. Dans un collectif qui fonctionnerait en gouvernance organique, potentiellement, dans ce groupe, il y a peut-être des couples. Un moment où il y a un couple qui se crée au sein d'un groupe, eh ben, ça fait un espèce de sous-groupe. Et qui potentiellement vit des choses et puis exclut des parties des autres groupes. Donc, d'un côté, c'est absolument normal et le but, ce n'est pas qu'ils partagent tout. C'est super OK qu'il y ait de l'intimité ou quoi que ce soit, mais c'est de comment pouvoir interpeller ça pour que ça reste quelque chose qui soit toujours en lien avec le reste du groupe et que ça ne soit pas une entrave, mais au contraire que ça soit quelque chose qui continue à nourrir le groupe et l'intention collective. Et du coup, des fois, ça va interpeller sur comment je rentre en relation avec un autre ou pas. Comment le groupe est OK avec ça ou pas. Voilà, ce qui est un sujet qui pourrait faire des vagues à lui tout seul. En tout cas, moi, ça m'interpellait beaucoup. Je me suis intéressé à un lieu de vie qui s'appelle Tamera, qui est au Portugal. Et c'est des gens qui, dans leur mode de fonctionnement, ont une manière d'être en relation avec des couples relativement libres. Ils sont assez libres sur la manière dont les personnes se mettent en lien. Mais du coup, ils ouvrent des espaces où on peut parler du lien, avec des fois les difficultés à être en lien, la difficulté de ne pas être en lien, et toutes ces choses-là. Donc, visiblement, il ouvre ces dimensions-là qui sont à nouveau pas habituelles dans la gouvernance partagée. Je vais avancer, je vais mettre un petit coup de boost. L'idée, c'était de faire maximum 1h30 avec des partages. Je vois qu'il reste quand même pas mal d'éléments. Il y a les tensions interpersonnelles. Donc, dans certaines approches, on vise la régulation interpersonnelle de pair à pair, souvent basée sur des approches issues de la communication non violente, avec l'OSBD, observation des faits, des sentiments, des besoins, faire une demande, des approches qui vont dans ce sens-là. Nous, dans le modèle Z, on propose un système qui a plusieurs niveaux, en fait. Donc, le premier niveau, ça serait effectivement de faire la régulation de personne à personne, idéalement. Et puis qu'après, suivant si ça ne suffit pas, on peut faire appel à des personnes en interne, donc régulation soutenue en interne. Si ça ne suffit pas avec des personnes internes parce qu'ils n'ont pas forcément des compétences pour faire ça, on peut faire appel à quelqu'un d'externe qui soit vraiment formé, que ça soit issu de la médiation professionnelle ou des cercles restauratifs, par exemple. Et puis, en dernier recours, voilà, c'est la régulation par le système juridique, mais qui, lui, habituellement, a tendance à faire des solutions qui sont gagnant-perdant ou perdant-perdant. Donc, on vise à essayer, quitte à avoir plusieurs couches et avoir plusieurs personnes qui vont nous apporter du soutien, on vise à vraiment être dans une logique le plus gagnant-gagnant possible, le moins perdant-perdant possible. Je ne vais pas revenir sur les histoires de jeux de leadership, tension de pouvoir. En gouvernance partagée, il y a cette notion de prendre les décisions. Nous, on identifie 5 grandes familles de modèles de prise de décision, donc des décisions plus autoritaires, des décisions plus consensuelles, au consentement, des consultatifs, du vote. Et puis, suivant les modèles, il y en a qui sont plus ou moins rapides à mettre en œuvre et certains qui génèrent plus ou moins d'engagement ou de désengagement. Donc, habituellement, dans les modèles de gouvernance partagée, on va avoir souvent la notion du consentement, où personne n'est contre. Donc, on trouve ça avec la décision par consentement, sociocratie, holacratie, voilà, dans quasiment tous les modèles. L'élection sans candidat, pareil, qui est aussi avec une notion de « je ne suis pas contre ». Et puis, on retrouve aussi le fait que je puisse décider dans mon autorité. On retrouve ça en holacratie, dans le Dragon Dreaming et dans pas mal d'autres modèles.
Après, il y a la notion du consensus. Donc nous, dans notre définition du consensus, c'est que quand on demande à quelqu'un, est-ce que tu es pour? Il devrait dire oui, je suis pour. C'est pas que je suis OK, c'est pas que je ne suis pas contre, c'est le consensuel idéal, ça serait tout le monde est pour. Et ça, c'est quelque chose où nous, on sait pas forcément, on n'a pas un processus qui permet de garantir que tout le monde est pour, si ce n'est le fait que quand un projet est défini par une raison d'être, par des valeurs, par des principes, par un mode de fonctionnement, quand quelqu'un rejoint ce projet-là, a priori, il est pour. Donc, par intention de participer au même projet, on peut se retrouver au fait que tous ensemble, on est pour participer à ce projet tel qu'il est défini. Après, on peut utiliser des processus où on va vérifier à quel point c'est suffisamment en résonance, comment les gens sont le maximum pour. Donc ça, on a ça un petit peu dans le modèle Z. La gouvernance cellulaire, elle amène une notion de décision par convergence qui procède en 2 étapes, où d'abord, on va valider, on va sécuriser le consentement, pardon. Et une fois qu'on a le consentement, on ouvre un espace qui permet d'aller, et si on pouvait faire mieux, ça serait comment? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui ferait une différence pour toi pour que ça soit mieux que de ne pas être contre? Et puis, alors c'est pas hyper balisé comme processus, mais en tout cas, pareil, la démarche est intéressante de pouvoir, à des endroits très stratégiques, de pouvoir aller faire mieux que de ne simplement pas être contre. Et là, la gouvernance organique, à nouveau, elle pousse le bouchon plus loin, avec des approches assez audacieuses, d'unanimité connectée, de consensus sans aucun compromis. Et il y a des processus qui sont posés. Donc moi, j'ai pu découvrir ça en formation. Effectivement, quand un groupe est suffisamment connecté, on est arrivé à des moments où ce qui émergeait de la décision collective, avec un processus différent que ce qu'on utilise en décision par consentement, on était pour ça. Et c'était hyper chouette de voir ça émerger de manière autre, avec un processus autre que ce qu'on a sur les autres approches de gouvernance. Et pour Alexander, dans l'approche de la gouvernance organique, l'unanimité connectée, c'est quand les gens sont suffisamment connectés les uns aux autres et à l'écoute, et qui sont vraiment dans l'attitude d'ouverture. Et s'il y a des moments, ça devient plus compliqué, en fait, il se rabat sur le consensus sans compromis, où là, ça devient beaucoup plus mécanique, beaucoup plus mental. Ça utilise plus les capacités du mental, alors que l'autre est presque plus inspiré. Et on va aller explorer, en fait, des notions de critères, des notions de niveau logique qu'on utilise en PNL. On va explorer certains aspects pour voir où c'est qu'on est d'accord, où c'est qu'on n'est pas d'accord, et en fait, on essaye de remonter sur les choses où on n'est pas d'accord. Est-ce que derrière, plus profondément que là où on n'est pas d'accord, est-ce qu'à un niveau plus loin, on est d'accord? Et on fait remonter un petit peu, on fait lâcher des bouts d'objection. Et suite de ce processus, il y a quelque chose en général qui émerge sur lequel ça permet de mettre tout le monde d'accord. Donc à nouveau, je manque d'expérience, mais je trouve que c'est des approches qui sont différentes, novatrices, qui génèrent quelque chose de plus consensuel et que ça peut être chouette. Donc j'invite à explorer. Autre aspect, l'aspect consultatif. Donc ça, à nouveau, Frédéric Laloux, il en parle dans son livre avec certaines structures qui utilisent beaucoup le processus d'avis. Donc ça, en gouvernance cellulaire, en modèle Z, c'est des choses qu'on propose. Et après, l'holacratie le propose aussi d'une certaine manière. De temps en temps, quelqu'un peut amener en réunion opérationnelle, peut amener une problématique. Et puis, on peut simplement demander du feedback aux uns et aux autres. Voilà. Le processus d'avis, après, tel que Frédéric Laloux le définit, c'est le fait d'impliquer, plus ma décision est importante et elle va avoir de l'impact sur les autres, plus je vais mobiliser de personnes et je vais demander l'avis aux personnes qui vont être impactées et aux personnes qui ont peut-être expertise sur ce sujet. Voilà. Et j'ai un devoir de demander l'avis, mais après, c'est moi qui tranche personnellement ou dans mon rôle. Nous, on suggère aussi un autre modèle de consultation qui habituellement est utilisé dans un système de vote. Donc, il y a un système de scrutin, de vote qui s'appelle le jugement majoritaire et qui peut permettre de prendre une décision bien tranchée. L'idée, c'est que cet outil, des fois, il peut permettre, plutôt que d'avoir quelque chose de tranché, il peut permettre de sentir de manière très fine ce qu'un groupe pense de différentes options. Donc, on peut utiliser cet outil pour poser différentes options au groupe. Chacun se positionne
va faire un vote en disant s'il est très pour, s'il trouve que c'est une très bonne idée, si c'est une idée correcte, passable, à rejeter. Donc, il y a typiquement 7 types de mentions. Et on agrège tous ces résultats et on va voir quel est le résultat médian par rapport à tout ça. Et ça donne quelque chose de très, très fin. Et le résultat ce qu'on voit lors de cette consultation, ça peut permettre de nourrir une proposition qu'on va ramener au groupe, typiquement dans une décision par consentement, ou alors ça peut nourrir une décision que je vais prendre personnellement ou dans un de mes rôles. Plutôt dans un de mes rôles, a priori. Voilà, donc on utilise un mode qui serait normalement un mode de scrutin, mais plutôt dans un angle consultatif. Et puis, le vote, s'il doit y avoir des votes, nous, on n'encourage pas forcément à aller dans ce sens-là, mais dans certains endroits, c'est ça qui fait sens, donc c'est OK de l'utiliser quand ça fait sens. Plutôt préférer des approches comme le scrutin majoritaire, qui est beaucoup plus précis et fin qu'un vote à la majorité ou un vote aux 2/3. Et si les statuts, par exemple, d'une structure disent qu'il faut faire un vote à la majorité ou un vote aux 2/3, évidemment, de l'utiliser. Mais de base, on a tendance à plutôt préconiser d'utiliser du consentement, de l'autorité, du consensuel sur certaines approches et de la consultation à d'autres approches. Ça, je passe. Vous aurez ça sur les slides que je partagerai. Donc, c'est quelques détails d'informations sur comment Alexander approche l'unanimité connectée ou des consensus sans compromis. Après, c'est vraiment des grands concepts. Donc, je ne sais pas si ça vous aidera suffisamment. Donc, on a des modèles de prise de décision. On a des modèles de réunion qui sont amenés par Holacracy. Il y a des modèles de réunion de stratégie. En fait, Holacracy dit qu'il y a des réunions de stratégie, mais sans forcément dire le processus de la réunion. Donc ça, c'est un petit peu hybride. En gouvernance, j'aurais dû corriger. En modèle Z, nous, on a un processus de stratégie qui est vraiment posé, et ce qui n'est pas forcément le cas chez gouvernance partagée et gouvernance cellulaire. Il faudra que je fasse la correction. Les réunions de réorganisation, les réunions opérationnelles, par contre, ça, c'est des choses qui sont clairement balisées avec un processus structuré, et c'est vraiment des apports qu'on a eus grâce à l'Holacracy, tout ça. Nous, avec l'Instant Z, on a une proposition de base à nouveau sur les réunions de sens. Comment, ensemble, on va mobiliser une réunion de sens pour interpeller la raison d'être et l'éthique. Voilà, en suggérant de ne pas ouvrir cet espace très souvent. Par exemple, les réunions de stratégie, nous, on suggère que ça soit tous les 6 mois ou les 1 an à 6 mois. Opérationnel, on est plutôt sur un rythme de toutes les semaines. Réorganisation, on est plutôt sur un rythme de tous les mois. Après, c'est ajusté, mais ça donne un petit peu des ordres de grandeur. Réunion de sens, voilà, plutôt tous les 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On amène aussi des espaces de célébration réguliers qui nous permettent de visiter les apprentissages et les améliorables. On fait des choses ensemble. Tous les 6 mois, on va ouvrir cet espace pour voir un petit peu voilà, comment c'était, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce qui a moins bien marché, comment on aurait pu faire autrement. Et typiquement, nous, on ouvre cet espace de célébration souvent en lien avec les espaces de réunion de stratégie. Donc, on célèbre, on clôture un chapitre et on ouvre une nouvelle perspective avec des nouvelles priorités pour la suite. Et puis, des réunions de régulation qui, elles, sont sur demande. Voilà, on n'en ouvre pas spécialement de manière régulière, je crois. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que l'Université du Nou, des fois, l'utilise, ouvre des espaces réguliers pour aller voir s'il y a des choses à traiter. Ouais. Vous avez vu que sur les slides, il y a différentes couleurs. Les couleurs que j'ai mises, en fait, ça correspond dans notre approche. On a identifié 5 espaces. Donc, un espace qui est en lien avec le sens, et donc avec une réunion de sens, sur laquelle on interpelle raison d'être et valeurs. Donc, à chaque fois qu'il y a des slides avec ces couleurs-là, c'est parce que c'est en lien avec cet espace-là. Tout ce qui est en lien avec la stratégie, les rêves plutôt à 6 mois, c'est plutôt en orange. En bleu, tout ce qui est planification, structure, rôle, règles. En rouge, tout ce qui est lien avec l'opérationnel. Et puis en vert, tout ce qui est en lien avec le relationnel, les apprentissages et la célébration. Je remarque qu'il n'y a pas de lieu commun entre chacun des univers. Il n'y a pas de lieu commun. C'est-à-dire en fait, je ne sais pas, les cercles ne sont pas interconnectés, c'est-à-dire il n'y a pas de passerelle
Alors nous, en fait, on pose la raison d'être et les valeurs au centre de tout ça. Donc c'est quelque chose de complètement transversal. Après, tout est en lien. C'est juste un aspect graphique, en fait. Oui, c'est une Ok. représentation graphique. Après, par exemple, quand on accompagne un groupe avec l'approche Dragon Dreaming, souvent on commence par l'espace du rêve. On commence par faire émerger des intentions du groupe. On les traduit, on fait remonter ça dans l'espace du sens, on formalise un sens plus profond. Et de tout ça, on va après le structurer dans la partie planification, on structure les rôles, les règles. On passe à l'action et puis on clôture des chapitres avec la célébration. Et puis après, on tourne, on réinterroge ces espaces les uns après les autres. Après, on peut le voir de manière séquentielle, mais pour de vrai, c'est souvent beaucoup plus c'est beaucoup plus relié que ça. Okay. Dans le collaboratif, il y a aussi la notion du système d'information. Donc nous, par exemple, Holacracy et puis Model Z, on utilise souvent, on suggère un logiciel de gouvernance en soutien au groupe. Donc c'est des logiciels comme Glassfrog, Holaspirit, ou le logiciel que David a développé. Donc David, c'est un des collègues fondateurs de l'Instant Z, un logiciel qui s'appelle Open My Organization. Et c'est des logiciels qui permettent de pratiquer les règles et la constitution telle qu'elle est écrite, d'attribuer des rôles, de maintenir la structure à jour, d'avoir les PV qui sont complètement transparents, on peut faire le suivi des projets. Donc il y a énormément de choses de suivi qu'on a accès sur ces logiciels-là. Nous, en plus, quand on accompagne des groupes, souvent on leur suggère d'utiliser effectivement un logiciel de gouvernance parce que ça aide, ça peut aider. Et souvent, il y a aussi des notions de partage de fichiers qu'on met en plus, d'outils de communication, que ce soit par mail, par chat, et aussi le travail en ligne qui est très d'actualité. Nous, on fait énormément de nos réunions, on les fait en ligne, et ça marche très très bien. Donc, ces outils-là, ils permettent de partager de l'information au sein du groupe. Et puis, il y a aussi la notion de suivi, de monitoring sur les projets. Donc, on peut partager des checklists. Certaines choses, est-ce qu'elles sont faites ou pas? Des indicateurs, est-ce qu'il y a des chiffres clés à suivre? L'état des projets, est-ce que les projets que quelqu'un d'autre, que je fais ou que quelqu'un d'autre fait, est-ce qu'ils sont en cours? Est-ce qu'ils sont bloqués? Est-ce qu'ils sont terminés? Voilà. Est-ce que des actions qui ont été prises, elles sont faites ou pas? Donc ça, dans des approches comme Holacracy, par exemple, c'est vraiment des choses très structurées. Voilà. Où chacun peut suggérer des checklists, peut créer des checklists, en demander aux autres. Voilà. Mais le but, c'est pas de créer des checklists et des indicateurs et d'avoir plein de choses qui sont pénibles à remplir. Il s'agit d'identifier des choses qui font sens, qui sont utiles au groupe. Juste Yvan, on a deux petites questions. Ouais. Donc il y a Agathe qui veut nous dire. Je vais vous dire au revoir parce que j'ai un autre Zoom qui commence à 19h. Et ça marche, Agathe. Gérer les enfants avant. Ben, c'était super et je prendrai volontiers les slides depuis le groupe Meetup. En fait, en tant qu'organisateur, tu peux envoyer un mail à tout le monde. Ouais, je vais faire ça avec le slide à télécharger, Agathe. Ouais, nickel. Okay. Et puis, heureuse de vous avoir revu ceux que je connais et de vous avoir rencontré ceux que je ne connais pas. Et je suis désolée de devoir partir parce que c'est super intéressant et j'aurais bien voulu participer à la discussion après. Ouais. Mais du coup, bye bye, à la prochaine. Merci Agathe. Au revoir Agathe. Ça prend plus de temps que ce que je pensais, mais je m'y attendais un petit peu. Juste peut-être, Yvan, pour qu'on ait un ordre d'idée, tu penses que tu en as encore pour combien de temps à peu près? Alors attends, il faudrait que j'arrête le partage d'écran. Attends, j'en suis où? Oula. Non, mais ça arrive. Non, mais ils sont assez rapides en fait. Je dirais 10 minutes et puis après on passe en off. Ok. Je m'excuse, je dois vous quitter aussi. Ouais. Donc, je dis bonjour, Emmanuel, Yvan. Merci pour ce partage. Salut, Emmanuel. Ouais, j'ai aussi un autre Zoom qui commence là dans 3 minutes. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et à bientôt, j'espère. Si vous partagez le slide aussi, ça m'intéresse, mais on en reparle pour des prochaines aventures. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci.
Voilà, je mets un petit coup de boost. Il y a la notion des cadres relationnels. Est-ce que je peux juste profiter aussi de l'occasion pour dire à 19h, je vais devoir vous quitter aussi. Ouais. Alors, merci Yvan. Et puis, merci à tous. C'était intéressant. Et je me réjouis si tu mets le slide sur le Meetup, de voir ce qui est de la suite. Mais je dois partir aussi. Ouais, ça marche. Merci Mireille. Merci. Bye bye. Ok, je vais survoler un petit peu les parties cadres relationnels. Mais souvent, en fait, on peut, comment dire, dans les différentes règles qu'on peut écrire ensemble, il peut y avoir des règles qui sont qui définissent comment on se parle les uns aux autres. Et pour plusieurs approches, ce cadre, il est co-construit et il est ajustable. Donc, on trouve ça en gouvernance organique, modèle Z. Dans le modèle Z, on expérimente souvent aussi le fait de clarifier dans ce cadre quelles sont les permissions dont j'ai besoin pour que ça se passe bien et quelles sont les protections dont j'ai besoin pour que ça se passe bien. Et donc, il y a une écriture qui est faite avec à travers ces deux prismes-là. D'une manière plus large, il y a le fait d'éviter d'avoir une communication qui fasse mal aux autres. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des pics, mais c'est des manières de parler qui font qu'en général, ça nous met en colère. Des jugements, des interprétations, des prêts d'intention, des choses de ce type-là. Donc, de favoriser un langage qui est basé sur les faits et les conséquences réelles, les ressentis et les enjeux subjectifs de chacun qui sont en lien avec leurs besoins, leurs importances, et puis de garder cette culture on essaye de contribuer à une issue qui soit idéalement la plus satisfaisante pour les uns et les autres. Et puis aussi de distinguer, quand on exprime des émotions, faire la différence entre une émotion et un jugement masqué. Par exemple, je me sens abandonné, se sentir abandonné, ça implique que l'autre l'abandonne, ce qui n'est pas très agréable d'entendre ça. Alors que sentir que je suis triste quand je suis seul, c'est pas pareil. Il peut y avoir des notions comme le fait de dire non, en fait, où c'est important que les personnes apprennent à s'affirmer en fait, dans ces approches-là, d'apprendre à dire non, et que dire non, ça a autant de valeur qu'un oui. En fait. Quand je dis non à quelqu'un, ça permet aux autres de s'ajuster et de savoir que voilà, ils ne peuvent pas compter sur moi là-dessus. Oui, mais au moins c'est clair. Et que dans le doute, si je ne dis pas non, c'est oui. Donc, de ne pas hésiter à un moment de se poser la question, mais voilà, parce que si je me rends compte plus tard qu'en fait j'ai laissé passer, mais qu'en fait c'était non, c'est ok de le ramener, mais à un moment, je me suis pris tout l'inconfort entre ce moment-là et puis le moment où je demande un ajustement. Ce qui n'est pas grave, hein, mais voilà. Donc souvent, les approches de gouvernance partagée, elles sont teintées de communication dite assertive ou de communication profonde. Plutôt que d'une communication automatique, tout ça, c'est vraiment d'aller dans la profondeur. Donc, ça va être inspiré de communication non violente, de certains qui appellent communication profonde, analyse transactionnelle, aikido verbal, médiation. Donc, il y a plein d'approches qui peuvent nourrir ces pratiques. Elles sont toutes dans la même idée globalement. Après, elles ont des fois des petites finesses, des petits ajustements qui sont différents. Il y a aussi la question des tours d'ouverture et clôture. Généralement, c'est des choses dans pas mal d'approches qui sont plutôt libres, où chacun met un petit peu ce qu'il veut dans la partie ouverture et la partie clôture sur des réunions. Gouvernance organique, il y a une dimension holistique, presque pédagogique, qui invite chacun à parler des sensations, donc qui est un premier espace, de parler des émotions, qui est un deuxième espace, de parler de ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, qui est un autre espace, et de parler de mes prises de conscience, qui est encore un autre espace. Donc, qui nous fait passer par 4 prismes de comment je partage quelque chose dans mon tour dans les tours d'ouverture. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait de s'obliger à se connecter à ses sensations, ses émotions et ces différents aspects, ça nous muscle notre capacité à observer ces choses-là, et ce qui n'est pas forcément habituel pour plein de personnes. Donc, ça peut avoir une dimension pédagogique. Pas mal de groupes clarifient les processus d'entrée, comment on rentre dans le groupe, comment on sort du groupe, comment on peut se faire exclure du groupe. Donc à nouveau, c'est des choses qu'il vaut mieux qu'ils soient claires avant de rentrer dans une organisation. Dans la pratique, il y en a peu qui le clarifient. Voilà. Gouvernance partagée, gouvernance organique, modèle Zen, nous on suggère vraiment que ces choses-là elles soient posées. Et puis, des fois, du soutien, de comment on peut amener du soutien à des personnes
Donc, on trouve ça en gouvernance cellulaire, où des fois, si quelqu'un est en difficulté, il peut demander à ce qu'une personne lui facilite un certain nombre de questions qui lui permettent de se réfléchir et de mieux comprendre la situation qu'il a, les options qu'il a, dans le but de pouvoir revenir au groupe et de se positionner. Mais voilà, il peut avoir du soutien. Nous, on peut proposer des approches. Alors après, comment dire, tout le monde n'est pas formé à ces approches, mais Juliette et moi, par exemple, on est formé à l'approche ACT. Donc, on peut proposer une manière d'observer les choses qui peut aider à nouveau à clarifier sa situation, ses options. Voilà. Ou des outils de libération émotionnelle, à nouveau. Avec là, la limite, c'est un petit peu la même que de celle que je disais tout à l'heure sur les libérations des tensions personnelles. C'est que ça implique d'être formé à certaines de ces approches pour pouvoir les proposer à des personnes. Certaines personnes clarifient les statuts de membres, donc distinguent différents statuts. Je ne vais pas revenir là-dessus. La contribution aux individus. Donc, il y avait la contribution au monde, contribution au collectif, donc qui était la partie où il y avait le plus de points. Et dans la dimension individuelle, on peut distinguer, des fois, dans certaines approches, on distingue certains profils, certaines énergies de fonctionnement. Et typiquement, là, dans le rêve du dragon, il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec le rêve, plus à l'aise avec la structure, la planification, qui est plus mentale, plus à l'aise dans l'action, le concret, plus à l'aise dans la célébration, dans le fait de prendre du recul. Donc, on peut, avec l'approche Dragon Ring, on peut aller regarder un petit peu qui se sent à l'aise et où, en sachant qu'en fait, pour que ça fonctionne bien ensemble, on aurait besoin que ces différentes énergies soient nourries. La gouvernance organique, lui, il va explorer des parties aussi sur quatre éléments qu'on pourrait mettre en lien avec Rêve, Plan, Action, Célébration d'ailleurs, mais qui sont plus en lien avec il appelle ça des polarités féminines connectées, des polarités féminines vraiment terrestres, des parties masculines connectées et des parties masculines terrestres. Et comment on arrive à se mettre en lien avec ces différentes énergies aussi et a priori à être capable d'aller dans chacune d'entre elles. Je passe, c'est juste une question sur des profils. Il y a pas mal d'approches aussi, on va travailler la conscience, la présence, en utilisant des notions de pleine conscience ou pas. L'idée, c'est d'être capable d'observer, de communiquer qu'est-ce qui se vit comme expérience en moi et de choisir mes actions en conscience. Donc, plutôt que d'être en mode réactif avec peu de conscience, eh ben, c'est au contraire, je suis au maximum conscient de ma propre expérience, je peux en parler et je peux explorer celle des autres et idéalement voilà, choisir une option qui soit la meilleure pour moi et pour les autres. À nouveau, gouvernance organique qui vont plus loin avec le fait qu'il y a plusieurs manières, il y a plusieurs états de conscience, ce qui est clair, mais ils identifient clairement 5 grandes familles d'états de conscience. Et il va surtout chercher à distinguer les moments où on est dans un état de conscience connecté et on est connecté aux autres, d'états où on est déconnecté, où on est activé. Et typiquement, c'est quand on se fait prendre par des états un peu émotionnels, des peurs, de la colère, de l'agacement. Et en fait, où je suis dans un état où j'arrive plus à être vraiment à contribuer aux autres. Et là-dessus, en gouvernance organique, il est vraiment très fin sur cette partie-là. Et pour pouvoir prendre une décision en unanimité connectée, typiquement, il s'agit qu'on maintienne cet état de connexion et de qualité de connexion. Accessoirement, il invite, c'est ce que je disais, il vient travailler sur le mental et l'ego, de distinguer des états connectés et déconnectés. Donc un état connecté, c'est plutôt l'état déconnecté, c'est plutôt des fois le mental qui se rebelle. En tout cas, c'est comme ça que je le définirais. Dans le modèle Z, alors ce n'est pas dans le modèle Z, mais dans les approches que nous on partage, moi je suis formé en approche d'hypnose. Et du coup, des fois, de voir que notre mental, à nouveau, nous embarque dans des choses et puis ça nous empêche de vraiment contribuer, alors que dans des états de présence, on est beaucoup plus en lien. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Ce n'est pas des choses qu'on formalise dans la Constitution. Elle n'intégrera pas forcément ces dimensions-là du tout. Ça sera peut-être des briques optionnelles, je ne sais pas, ça c'est à voir. Mais en tout cas, ça fait partie de la culture. Et ça, je vais passer. Les tensions personnelles, je vais faire ça vite fait. C'était pour citer certaines des approches qu'utilise, comment il s'appelle, Alexander, pour libérer les émotions. Donc, il peut utiliser des approches comme Tipeee, comme la respiration du feu, comme
EMDR, l'EFT, Festen. Il peut utiliser des choses plus rationnelles, mentales, avec l'utilisation des niveaux logiques. Il peut aller faire du travail sur des sous-personnalités, des parties de soi. Donc je pense peut-être qu'Emmanuel, je ne sais pas s'il est encore en ligne, qui me parle des fois de IFS, Internal Family System, qu'on peut avoir. On peut utiliser des méditations hypnotiques, par exemple avec l'utilisation d'une méditation de Joe Dispenza, qui permet d'aller travailler sur une partie de moi qui est bloquée, qui est en lutte et qui souffre, et d'aller libérer ça, en fait, pour vraiment, après, pouvoir aborder certains sujets sans que ça m'active, en fait. Et il y a une invitation pour que chaque personne, chaque membre du cercle, quand il s'aperçoit qu'il y a des parties qui s'activent, eh ben, qu'il fasse un travail de fond en dehors des cercles. Notion de pilotage de soi. Donc ça, c'était au bout pour la partie soi. Et puis le dernier chapitre, à nouveau, je le fais rapidement, c'est la question des fois de comment accompagner une organisation. Donc il peut y avoir un aspect déjà de diagnostic. En fait, une organisation ou un groupe qui voudrait utiliser la gouvernance partagée, eh ben, la gouvernance cellulaire, elle a créé elle a un concept qui s'appelle le curseur managérial, qui permet d'identifier entre une structure un petit peu classique, hiérarchique, pyramidale, comme la plupart le sont, et entre un système complètement distribué, et ben, d'identifier vraiment certains endroits, certains types de prises de décision et par qui elles sont prises. Et en fait, ça, plutôt que de dire qu'il faut fonctionner comme ça ou comme ça, elle permet d'inviter à faire une migration et à placer le curseur au bon endroit. Et ça, c'est vraiment intéressant, déjà pour faire un diagnostic, pour faire le bilan de là où on en est aujourd'hui, et d'essayer d'évaluer là où le groupe, ou là où les gens qui ont aujourd'hui l'autorité sont prêts, qu'est-ce qu'ils sont prêts à lâcher et qu'est-ce que le groupe est prêt à prendre en charge. Donc un outil diagnostic qui peut être hyper intéressant. Nous, on en utilise d'autres après, des fois, d'identifier comment fonctionne la dynamique de collaborative, est-ce qu'elle fonctionne bien, quelles sont les choses qui fonctionnent bien ou quelles sont les choses qui ne fonctionnent pas bien. On pourrait aussi faire des profils d'équipe avec la spirale dynamique. Voilà, c'est des choses qu'aujourd'hui on ne fait pas, mais qui peuvent être intéressants parce qu'a priori, les projets fonctionnent peut-être mieux avec des personnes qui sont sur des mêmes niveaux de conscience en termes de spirale dynamique. À explorer. En gouvernance cellulaire, ils proposent des cursus de formation. Donc, il y a des formations de base qui, sauf erreur, là je ne suis pas très sûr, mais je crois sur 3 jours. Après, avec des formations complémentaires sur le facteur humain. Et puis des formations de formateurs, donc pour accompagner vraiment les groupes. Il y a des approches comme l'Université du Nou qui propose des cursus où il y a d'abord un atelier de base sur 3 jours. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une douzaine de jours en plus. Je ne sais pas ce que gouvernance cellulaire ou ce que l'Université du Nou propose comme accompagnement, donc je n'ai pas pu les documenter. Après, j'ai documenté ce que propose la gouvernance organique. Donc eux, de base, l'idée, c'est qu'un groupe qui veut fonctionner en gouvernance organique, il commence par 7 jours où on va explorer la dimension interne du jeu. Donc c'est plutôt la dimension qui est un peu à dimension thérapeutique. Et dans un deuxième temps, on va aller travailler sur le collectif externe, le nous, à nouveau 7 jours. Et puis suite de ça, il peut y avoir des soutiens pour pratiquer en immersion, pour être accompagné. Et puis nous, à l'Instant Z, on a un mode de fonction, on a tendance à proposer aux groupes qui s'intéressent à ces sujets de d'abord venir découvrir, explorer la palette un petit peu de ce que je vous ai présenté là aujourd'hui, mais d'aller les pratiquer pendant une vingtaine d'heures. Donc typiquement, en général, c'est 2 jours et demi, 3 jours. Là, il y a des personnes qui sont en train de le faire en ligne en ce moment, où c'est 2 à 3 heures par jour pendant 9 jours, je crois. Mais voilà, il y a un premier aspect de découverte. Et une fois qu'un groupe a fait cette découverte-là, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, ils peuvent nous solliciter pour un accompagnement terrain où là, vraiment, on va être sur une logique de montée en compétences, de clarification, d'écriture des règles, de définition des rôles. Donc, il y a des aspects de design. Et puis, les compétences, c'est autant pour des personnes qui veulent juste être participants que pour certains qui vont apprendre à faire de la facilitation. Parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de faire de la facilitation. Et tout le monde n'a pas du plaisir à le faire non plus.
Donc voilà, notre proposition de base, c'est découverte en une vingtaine d'heures, quarantaine d'heures d'accompagnement de base. Et puis après, autour de ça, on fait des variantes, on a des approches et des services complémentaires, mais en gros, voilà, les grandes lignes. Et j'arrive au bout.